Bonjour Marie et bonjour Vincent. Donc je suis très contente de vous accueillir. Donc Marie Moinard qui est éditrice aux éditions des Ronds dans l'eau et puis Vincent Ginda qui vient de produire un très bel album graphique et pourtant elle danse. Voilà, Marie, les éditions dans l'eau des Ronds dans l'eau, on t'a déjà pas invité. Encore dans l'eau. Voilà, pas encore dans l'eau. Je te le souhaite pas d'ailleurs. Mais on t'a déjà invité et puis je me souviens très bien de ce triptyque là, de ces 3 albums qui moi m'ont enchanté sur la diversité des violences que tu proposais à des artistes, scénaristes et puis des dessinateurs. Voilà, et c'était En chemin à leur rencontre. Voilà, 3 beaux albums. Tu peux nous dire, depuis des Ronds dans l'eau, qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Alors, on a continué malgré tout de travailler autour de la question des femmes, mais de façon moins frontale, parce que En chemin à la rencontre, c'était direct. Alors ensuite, on a plutôt tenté de faire des choses, des témoignages, ce qui est d'ailleurs le cas avec Et pourtant elle danse. On a publié l'album de Etenesh, c'est l'histoire d'une femme migrante qui est partie d'Éthiopie, qui est arrivée à Lampedusa et qui raconte, c'est pareil, c'est vraiment son témoignage qui n'a pas été du tout transformé par l'auteur de BD, qui est en Italie, qui a recueilli son témoignage et qu'on a publié avec Amnesty International. Donc c'est plutôt très intéressant parce que la question des femmes, enfin les témoignages de femmes sont rares sur la question du parcours, du chemin. Donc ça, c'était un livre important. Et puis, on a continué de travailler quand même les sujets, de publier des histoires humanistes avec des sujets sur le droit, qui respectent au minimum le droit humain. Oui, alors donc là tu viens d'évoquer une ligne éditoriale de fait, c'est-à-dire sur les femmes, les témoignages des femmes, et puis la fibre, on va dire, humaniste, qui permet d'aller au-delà de simplement des femmes, mais de la population en général. Oui, tout à fait. On a par exemple en 2017, on a publié Maria et Salazar. Et en fait, c'est une bande dessinée qui aborde la question de l'immigration portugaise dans les années 70 pour fuir le régime de Salazar, la dictature de Salazar au Portugal. Donc là, ça touche... alors, le titre Maria, évidemment, il y a un témoignage de femme, mais là, c'est le hasard. Ça parle également de tous les hommes qui ont suivi le même parcours et qui sont arrivés en France à une époque et qui ont vécu comme ils ont pu dans les bidonvilles souvent. L'album parle de la région parisienne, parle de Champigny-sur-Marne, du Val-de-Marne, et donc c'est aussi des questions qui sont importantes, la question des droits des migrants, qui recoupe, et en plus évidemment l'album de Vincent, mais on avait déjà publié sur la question des migrants CRA, qui est la BD Centre de rétention administrative de Jean-Benoît Mébec, qui a fait aussi un petit album pour les tout petits, ce qui est quand même très intéressant, qui s'appelle Coco au pays des toutous, et qui raconte l'histoire d'un migrant, sauf que c'est un petit chien qui s'en va. Et là, ça s'adresse aux enfants maternels, CP, CE1. D'accord. C'est pas souvent que vous faites des albums vis-à-vis de la jeunesse. Alors en fait maintenant... Enfin tout petit comme ça. Non, il y en a très peu, mais on essaye de faire quand même quelques titres qui parlent... alors en jeunesse, on parle... Il y a des choses très drôles, des choses fantaisistes, parce que quand même c'est aussi sympa de rigoler. Mais on essaye aussi de parler de tous ceux qui sont laissés sur le côté de la route, ou qui sont la cible de regards. Ils sont étrangers, ou bien ils sont handicapés, ou bien ils ont des difficultés. Et on essaye de montrer que qui qu'on soit, quelques personnes qu'on puisse être, en fait on est tous des êtres humains. Eh bien, je te remercie, Marie, parce que là, maintenant, on va passer la parole à Vincent. Donc là, on est toujours avec Marie Moinard et puis Vincent Ginda pour l'album paru aux éditions des Ronds dans l'eau,
et pourtant elle danse. Alors Vincent, merci de nous... Merci pour l'invitation. Voilà, C'est cool. de venir nous parler de cet album. Moi qui m'a beaucoup plu, je dirai après pourquoi, mais présentez-vous d'abord. Qui vous êtes avant de faire cet album? Bah, à la base, j'aime bien la BD, j'aime bien dessiner. J'avais rencontré ces femmes un peu par accident, et on est quand même resté très assez vite en contact. On est resté assez liés très rapidement. Il y a quelque chose qui a fait que il y a une confiance qui s'est installée aussi, et j'ai commencé à passer du temps avec elle. Donc ça vous évoquez le fait que vous les avez suivis pendant 1 an dans une association qui est dans la Drôme, à Valence. Hein, c'est ça. Oui. Mais avant de les avoir rencontrés, vous faisiez quoi? Avant de les avoir rencontrés, je travaillais dans le dessin animé. Oui. Je travaillais sur les décors de films. D'accord. Petits films courts-métrages et puis de séries aussi. Mm-hmm. Et voilà. J'avais aussi décidé d'arrêter de travailler un peu dans ce domaine-ci pour prendre du temps pour moi déjà. Et aussi pour penser à refaire de la BD. Parce que j'avais fait une première BD il y a quelques années. Et qui s'appelle comment? Zia Flora. C'est l'adaptation d'un livre, d'un roman littéraire. La lettre de Flora, de Fred Perenozzi. Et ça m'a beaucoup inspiré d'autres idées en format BD, quoi. Mm-hmm. Et j'avais envie de parler de choses importantes qui me paraissaient indispensables à mettre en avant. C'est des paroles qu'on n'entend jamais à mon sens. Alors c'est ça qui m'a intéressée dans votre album. Et pourtant elles dansent. Elles, ce sont des femmes migrantes que vous avez retrouvées dans une association. Vous les avez côtoyées pendant 1 année et vous êtes imprégné de ce qu'elles pouvaient dire. Et là, vous nous transmettez au travers de votre dessin puis de la scénarisation de ce que vous en faites, hein, de tout ça, vous nous transmettez leur parole. Et c'est pas la vôtre, c'est la leur. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que vous faites pas une BD sur des femmes, mais visiblement avec les femmes. Ben pour moi, c'était important que les personnages soient incarnés. Du coup, il fallait donner de la vie, aussi bien dans le dessin que dans le propos. Et dans l'approche aussi, ce qui me paraît important, c'est de pouvoir parler du fait que ces femmes que moi j'avais jamais entendues auparavant, en fait, quand je les ai entendues, ça m'a bouleversé, ça m'a fait quelque chose. Et je me suis dit que c'était des beautés de combat qu'il fallait mettre en avant, quoi. Il fallait en parler. Parce que c'est vraiment magnifique de voir des gens qui se battent de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire avec de l'amour, en fait, pour elles, pour les autres, et malgré tout ce qu'elles ont vécu. Je trouve que symboliquement, il y avait un vrai message, un message vraiment très important. Et ça, vous l'évoquez avec beaucoup de subtilité, c'est-à-dire avec beaucoup de délicatesse, puisque ce sont leurs propres paroles. Elles peuvent en rire, elles peuvent se mettre en colère aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est leurs paroles et leur façon de le dire, puisque on sait très bien que leur parcours, ça va être du viol, ça va être des fois d'être obligés d'abandonner leurs enfants. Parfois, c'est venir avec des enfants, des tout petits, dans les pires conditions qui soient, voilà. Et pourtant, elle danse. Oui. Et ce titre est très bien trouvé. D'ailleurs, c'est Marie qui l'a trouvé. Je me rappelle, au tout début, je le voulais pas, mais en fait, c'est le titre qui colle le mieux à ce bouquin, en fait. Ah oui. C'est vraiment une histoire de légèreté malgré la lourdeur du combat. Les enjeux, ces enjeux, ils sont incroyablement lourds, quoi, à porter. Et elle les porte de la meilleure manière qui soit.
Alors, et pourtant, elle danse. C'est un très beau dessin sur la couverture. C'est un des dessins à l'intérieur vers la fin du livre, hein. Parce qu'avant, elle nous raconte tout ce qu'elles sont et tout ce qu'elles ont vécu. Mais et pourtant, elle danse. On entend que ça bouge, que ça danse, hein. Mais le dessin est aussi très délicat et on les voit réellement danser, quoi. Moi, je regarde à chaque fois la couverture et je me dis, mais oui, elles dansent réellement, parce qu'elles dansent peut-être dans leur tête, mais aussi physiquement. Mais c'est une approche de la vie, ça aussi. C'est ça qui est beau dans ces combats-là, c'est que c'est des manières de réagir et c'est les outils, c'est les armes du combat. C'est une manière d'extérioriser, de rajouter de la beauté, de la chaleur. Il faut qu'elles s'entraident entre elles. Elles ont des vies très compliquées, des douleurs qui partiront jamais malheureusement. Et elles ont besoin les unes des autres de se réconforter, de s'apporter de la chaleur. Et ces danses, ces moments de fête entre elles, c'est pour ça que je trouve ça très beau, quoi. Et comment cette association s'est créée? Donc c'est une association de femmes, oui, qui vont s'entraider. C'est pas un lieu où elles sont hébergées. Non. C'est un lieu où elles se retrouvent régulièrement. C'est ça. Comment elle s'est créée, cette association? Il y a eu des envies aussi déjà. Elle a été faite dans le début des années 2000. Il y a eu des envies de se réunir et de pouvoir parler entre elles des choses qui les questionnent et qui alourdissent aussi, des choses, une envie de libération aussi. Elles étaient pour la plupart dans certaines associations à côté, mais elles n'avaient pas ce temps pour elles et entre elles. Et déjà de pouvoir se retrouver, de parler, ça leur faisait du bien, d'expliquer un peu les choses concrètement, comment elles en sont arrivées là, et qu'est-ce qui fait que en fait, elles pourraient s'apporter les unes aux autres. C'est plus concret déjà de pouvoir dire, moi je viens de tel pays, j'ai vécu ça. Et en face, la personne dit, mais tu sais, je suis content de pouvoir en parler avec toi parce que dans nos pays, chez nous déjà, c'est une honte de parler de viol. Et quand on est arrivé aussi, une certaine disait qu'elles n'avaient pas le temps à la parole. Du coup, elles sont réunies d'elles-mêmes et elles ont créé un groupe où elles font leurs choses à elles, quoi. Alors là, on va évoquer comment est composé le livre. Il y a un poème qui s'impose d'ailleurs à la première page. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et c'est donc un poème de René Char qui va structurer finalement votre album. Alors comment vous l'avez pensé, ça? Pourquoi vous êtes arrivé à ça, cette forme-là? Parce que je trouve que déjà dans leur vie, dans leur quotidien, c'est une phrase qui fait tellement écho à tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles ont en elles de beau. Et cet écho pour moi était parfait. Et cette citation m'a beaucoup aidé parce que déjà j'avais beaucoup de témoignages, beaucoup de femmes à mettre en portrait, et ça m'a permis aussi de les regrouper aussi et de les choisir en fonction de ces différentes étapes pour donner aussi une vue d'ensemble, parce que c'est un groupe dont je parle en vrai, mais je les isole quelquefois pour mieux faire comprendre la complexité de la situation, de la période. Et cette phrase aussi, elle a un ton, elle a une manière d'aborder les choses qui est belle, et je trouvais ça important de pouvoir la relier à ce qu'elles vivent, comment elles sont dans la vie, quoi. Donc en fait, il y a 4 étapes là. Oui. Hein? Il y a impose ta chance. Oui. Et donc là, vous avez regroupé des témoignages de femmes qui vont finalement s'imposer, ou qui vont dire à d'autres, impose-toi.
aussi. Oui, c'est ça, c'est... Comme c'est conseil. pas hyper cerné, c'est ça, c'est pas non plus hyper cerné, mais c'est toujours une idée d'ouverture, d'inspirer, elles sont inspirantes. Et comme cette citation finalement. Et je trouve que le mariage des deux donne à ce combat quelque chose de beau. C'est-à-dire, Impose ta chance, c'est aussi des femmes qui, peut-être, par les expériences qu'elles ont vécues, ne veulent pas s'imposer. Mais c'est aussi ça pour moi qui est beau avec ces femmes-ci, à la base, elles ont tous des vécus incroyables. Pour moi, elles ont une aura, elles dégagent quelque chose, mais elles sont pas imposantes, quoi. C'est naturel. Mais c'est aussi un regard, savoir regarder aussi cette beauté-là, savoir la mettre en avant aussi, pouvoir en parler. Et oui, Impose ta chance, c'est ça. Après, on arrive à serre ton bonheur. Garde-le. C'est précieux. Précieusement. C'est très précieux. Et en particulier pour certaines, leur bonheur, c'est peut-être leurs enfants. Pour d'autres, c'est la solidarité entre les femmes. Enfin, voilà, on est sur... préserver de l'espoir. Sur des pour choses à de vivre. cet ordre-là. Et va vers ton risque. Là, c'est dangereux, là. Oui, mais c'est... En fait, c'est aussi pour ça que ces femmes sont de beaux exemples. Elles sont là dans des coins où il y a le mal accueil. Elles ont vécu des choses très très difficiles et elles continuent à agir avec une bienveillance, une gentillesse, moi qui me pousse au respect, quoi. J'avais vraiment besoin de mettre ça en avant parce que c'était ce qui m'a inspiré, c'est ce que j'ai appris, c'est ce qu'elles m'ont appris en les regardant, parce que c'est pas des discours parlés, c'est plus important, c'est des actes. C'est pas des conseils qu'elles donnent, c'est des exemples. C'est super important, ça. Mais là, ce sont des femmes, ça aurait pu être des hommes qui en se regroupant auraient vécu des choses comme ça ou pas? Par rapport à la condition de la femme, on peut quand même dire que être une femme réfugiée sur les routes de l'exil, c'est quand même, à mon sens, je l'assume, c'est plus risqué. Être une femme, c'est très difficile, en vérité. Et je pense que le fait que ces paroles, je les ai pas entendues avant, c'est qu'il y a une vraie raison aussi. Je dis pas que je suis un pionnier, c'est pas ça, mais c'est que c'est très important de pouvoir leur donner la parole. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et pas à des hommes. Et à te regarder, ils s'habitueront. Le il, c'est les autres, hein. Les autres qui veulent pas voir les exilés, les migrants, les immigrants. On sait jamais d'abord c'est dur de se faire sa place. Quel terme utiliser pour parler des gens qui ont passé une frontière, des frontières, et qui sont venus avec malheureusement pas grand-chose dans leur poche. Voilà. Et c'est des méchants, là. Ils s'habitueront, hein, non? Méchant, oui, c'est vrai que ça reste toujours violent. Quand on n'est pas accepté, on n'est pas accepté, quoi. Et malheureusement, l'administration française n'est pas très, très accueillante. C'est un fait. Peut-être que les femmes, ce qu'elles ont aussi en moins dans leur parcours de migration, c'est que pour une partie d'entre elles, il y en avait qui avaient fait des études, mais il y a une partie d'entre elles qui n'avaient pas pu aller à l'école pour obtenir un métier entre les mains qu'elles pourraient éventuellement monnayer. C'est les affres de la guerre, les conflits, les zones, ces zones compliquées où en fait il n'y a pas de solution et on grandit comme on peut, quoi. Après, à partir de là, c'est vrai que moi ça m'avait d'ailleurs plus touché, dans le sens où moi j'ai fait des études et elles m'ont parlé du fait qu'elles n'avaient pas appris à lire et à écrire, à cause du manque d'école,
Et que dans à cause du manque d'école et puis à cause d'une société patriarcale aussi, qui vise à former les garçons pour avoir un métier, et puis les filles à ne pas les former puisque de toute façon elles se marieront, et le principal c'est qu'elles fassent des enfants, qu'elles épousent quelqu'un et qu'elles fassent des enfants. C'est pas simplement le manque d'école, parce que le manque d'école dans ces cas-là ça serait autant pour les garçons que pour les filles s'il n'y avait pas cette société patriarcale. Oui, on est d'accord, C'est sûr que, dans certains coins du monde, les femmes, même les filles en général, elles sont moins bien loties. Mais c'est vrai que pour le coup, par rapport à la guerre, quand la guerre frappe des coins, les écoles c'est pour personne. Aucun enfant n'a de jeunesse, malheureusement. C'est ça le plus douloureux, je trouve, c'est que on fait la guerre et on sacrifie des avenirs, quoi. Malheureusement. On va reprendre j'aimerais bien sur deux personnages. Oui. Cette femme, Micheline, que vous nous montrez en colère. Elle dit, alors en grande page, tu vas mourir. Wow. Voilà, on voit sa colère. Est-ce que elle se parle à elle-même. Oui. Elle se parle à elle-même. Elle se parle à elle-même. Non, c'est-à-dire que tu vas mourir, c'est une manière de parler un peu de la vie, quoi. Si tu fais pas les choses oui. d'une certaine manière, c'est dangereux. C'est une manière d'avoir une ligne de conduite. Elle montre sa ligne de conduite en disant ça. D'accord. Ça, on le ressent. Mais pourquoi elle est en colère? Chez elle, il y a beaucoup de choses. Déjà, son passé, elle a vécu des choses assez horribles. C'est des choses aussi que je ne voulais pas mettre dans le livre. Parce que c'était ça aussi qui était difficile, c'était de devoir alléger aussi. Pas pour le sens du message aussi. Savoir bien doser les choses. Parce que c'est quand même assez délicat de parler de la souffrance des autres. Et aussi savoir la digérer. Parce que ça m'a pris du temps aussi, mine de rien, pour en parler. Micheline, c'est bien elle qui est femme de ménage. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc nous, à Femmes Libres, on a accueilli les grévistes de l'hôtel, du parc hôtel Hayat Vendôme, ouais. Avec ces femmes qui ont fait 87 jours de grève quand même, jusqu'au mois de décembre, et elles ont, on peut dire, gagné, même si elles n'ont pas tout gagné, bien sûr, comme toujours, ouais. Mais en fait, elles ont gagné. Et quand j'ai vu Micheline, là, ça m'a rappelé ça, c'est-à-dire, on embauche des femmes, évidemment, qui n'ont pas forcément de formation, et puis on leur demande des conditions de travail absolument exécrables. Et elles sont obligées d'accepter parce que sinon on ne peut pas vivre. Malheureusement, c'est ça. Et la manière dont elle en parle, je la trouve bien. Je la trouve humaine, naturelle. Et j'ai voulu retranscrire ça. Et en même temps forte. Oui. Forte de sa colère. Complètement. Ouais. Ouais. Elle dit là, nous aussi, les gens de l'hôtel, on est mal payés. Pour le travail fourni, oui, c'est vrai que... Tu te rends compte, on nous dit 3 chambres, c'est 1 heure de nettoyage. Il y a des moments, je fais 3 chambres en 1h30. Quelquefois, il y a le lit des enfants en plus, mais ça ne compte pas. 20 minutes par chambre. 20 minutes. J'en ai marre, parfois je suis pète. Mais si je pète à qui? Voilà, on sent la colère. Et 3 chambres en 1 heure, c'est... C'est du sport, c'est du vrai sport. Des fois, c'est même plus que 3 chambres. C'est exténuant. C'est trop de boulot. Normalement, à nettoyer ces hôtels, on devrait être mieux payé.
mieux payées et mieux considérées aussi. Évidemment. La grève Bien sûr. des femmes de ménage dans les hôtels, c'est aussi la considération. Parce qu'elles font partie des murs, on les voit même pas. Monsieur, madame arrivent avec ses valises et il ne dit même pas bonjour. Ils disent même pas bonjour. Voilà. Mais elle dit quand même que sa patronne est gentille. Et oui, ce rapport à sa patronne, il est particulier. Je vois à quel point elle lui est aussi redevable. En même temps, elle sait très bien qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui grince avec elle. Elle en parle à sa manière et je respecte totalement sa manière. Totalement. Peut-être qu'un jour elle se syndiquera, peut-être qu'un jour il y aura une lutte, mais pas toute seule en tout cas. Voilà. Pour l'instant, quand il y a du boulot, elle y retourne même Bien le sûr. dimanche. Et oui. Hein, voilà. Alors l'autre personnage, et j'aime bien aussi le dessin, hein, parce que là on parle de l'histoire, mais il y a le dessin quand même. Le dessin de ces femmes, avec beaucoup de retenue, beaucoup de... Comment on va dire, elles sont à la fois faibles et fières. Voilà, je ressens un peu les choses comme ça. Et là, c'est Augustine qui a des mouvements, voilà, de protection, hein, qui se livre pas tout de suite. Il lui arrive quoi à Augustine? C'est quoi son histoire? Augustine, c'est une jeune femme diplômée du Cameroun qui n'a pas trouvé de travail là-bas et qui voulait avoir une situation, qui voulait travailler, quoi, et qui voulait tenter sa chance en France. Elle a eu la chance d'avoir des parents qui puissent lui payer le voyage. Du coup, elle a fait un voyage assez exténuant de 28 jours pour arriver en France. Et on a l'impression d'être au 19e siècle. Hein, oui, quand on traverse l'Afrique, parce que là, je vois très bien où est le Cameroun, hein, quand on traverse l'Afrique, et puis, après, ça sera l'Espagne avant d'arriver en France. 28 jours, on a l'impression d'être au 19e siècle, là. Hein. Bien sûr. Et c'était effrayant. Elle en avait bien peur, ce qui est totalement normal, hein. Et partir si loin, toute seule comme ça. Bon, il y avait d'autres migrants, d'autres gens sur le voyage, mais c'est incertain. On ne sait pas où est-ce qu'on arrive aussi. La plateforme, c'est le Maroc. Ouais. Hein, la plateforme pour orienter les gens, c'est le Maroc. Le Maroc a une responsabilité aussi, hein, de pas alerter davantage pour qu'il y ait une prise de conscience. Enfin, on l'a, nous, la prise de conscience, mais une prise de conscience qui amène à des actes politiques. Oui. Hein. Et elle était quoi avant de partir? Elle était diplômée. Elle a passé une formation de juriste. Ah oui, c'est ça. Et du coup, elle arrive, et puis sa formation de juriste... Elle compte pour du beurre, hein, malheureusement. Parce que les lois sont pas les mêmes, déjà. Oui, les équivalences non plus. Et puis les équivalences de diplôme, alors là, quand on est en dehors de l'Europe... Et surtout, elle est arrivée de manière irrégulière, donc du coup, pour se mettre à jour, entre guillemets, comme on va dire, c'était pas évident. Et d'ailleurs, elle a payé cher. Son arrivée clandestine. Elle a payé très cher. Jusqu'à son mariage, malheureusement, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme en France. Et elle s'est mariée avec lui. Et quand elle s'est mariée, qu'elle est partie à la préfecture, ils lui ont dit qu'elle pouvait pas être régularisée à cause de son... Une entrée irrégulière. Voilà, c'est ça. Et lui, il en a profité. Hélas, les choses se sont transformées d'une manière assez dure et violente pour Augustine, parce que son mari a commencé à se sentir supérieur. Et oui, il a... Alors qu'elle avait sûrement un niveau d'études supérieur à lui.
Oui. Il l'a rabaissée Oui, oui, puisqu'elle était irrégularisable. c'est ça. Donc c'était sa faiblesse sur laquelle en tout pervers qu'il soit, il a appuyé. C'est ça. C'est le cas de bon nombre de femmes. Hein. Je me souviens d'une rencontre qu'on a fait à la mairie du 12e avec la Maison des femmes de Paris, où certaines femmes disaient, mais on est dans la double peine. Hein. Voilà, on est immigré, mais on est femme en plus. Et on est à la merci d'hommes qui nous proposent des choses qu'on accepte parce qu'on dit on va pouvoir être régularisé, puis c'est pas vrai finalement. C'est tombé de Karim Ancilla. Hein. Bon, en tout cas, ça c'était deux témoignages de femmes. À la fin, on les voit en train de préparer une grande réunion, une fête. Et toutes, malgré ce qui leur est arrivé et qu'elles vont livrer là, des fois, elles vont livrer des choses qu'elles n'ont livrées à personne d'autre. Oui. C'était des témoignages vraiment précieux. Mmh. Comment vous avez obtenu ces témoignages? Parce que vous êtes un homme. Oui. Des femmes qui racontent leur vie difficile, c'est pas si simple. C'est pas si simple, oui. Écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une confiance qui s'est installée avec certaines. On a pu discuter et aussi, quelque part, nous entraider entre nous, d'elle à moi. Et comme ça, dans cette forme de gymnastique, finalement, où on se voyait un peu toutes les semaines, créer aussi une confiance qui fait que, et une bienveillance qui fait qu'on peut parler. On peut se dire des choses et aussi pouvoir avoir le droit aussi de mon côté d'utiliser leurs témoignages précieux pour en faire quelque chose d'important, quoi. C'est-à-dire, vous avez utilisé le temps pour obtenir ça, pour entrer en confiance. Oui. Un an, c'est... Je suis resté plus que ça. Oui. On peut arrondir comme ça, oui. Après, on est toujours en contact. Je suis toujours lié à cette association. Quand j'ai du temps, j'y retourne. J'aime bien passer du temps avec elle, oui. Et alors, du coup, à la fin, il y a une élue là qui arrive. Oui. Hein, qui... Oh, c'est super bien tout ce que vous faites, tout bien, mais... Et oui, malheureusement, mais ça, c'est les grands combats. Hein. Il y a toujours des gros coups portés. Là, ils perdent les locaux. Ça fait bizarre, oui. Parce que depuis le tout début, elles étaient là. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, après ça, il y a eu des passages, oui. On a fait les réunions dans le parc, quand il faisait beau. Ou au café, quand il y avait des temps de pluie. Mais avec le réseau solidaire, on a réussi à retrouver des locaux et voilà, elles continuent de leur côté. Donc il y a d'autres locaux, bien sûr, toujours oui. à Valence, c'est ça, oui. dans la Drôme. Oui, hein, c'est toujours. Ça. D'accord. En tout cas, l'élu, elle a pas la bonne place. Hein, c'est bien de faire les grands discours, mais c'est pour annoncer qu'il n'y a plus de locaux. C'est pas terrible. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme message là maintenant que votre livre, évidemment, soit lu par le maximum de gens, que ça fasse réfléchir, que ça ouvre des débats, ça j'imagine. Oui, que aussi qu'elle puisse... Mais pour vous, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ce livre en soi, le fait de l'avoir fait, ça a changé beaucoup de choses dans le sens où j'ai digéré beaucoup de choses, des choses de la vie aussi, une certaine approche, comment aborder des difficultés, par exemple, et surtout ce rapport au combat, on en parlait tout à l'heure en marchant avec Marie, du fait que ces femmes qui combattent, elles rendent pas les coups, elles font des choses beaucoup plus incroyables. Elles montrent la meilleure chose qui soit. Elles ont cette dignité qui fait que
elles poussent au respect, quoi. Elles ont quelque chose de magnifique. C'est ça qu'il faut mettre aussi en avant, je pense. Et ça, pour moi, c'est une forme de vérité, quelque chose qui me paraît important, quoi. Nous, on a eu 2 témoignages qui vont tout à fait dans le même sens que vous. On a accueilli des femmes maliennes de Montreuil qui ont fait un album avec une journaliste. Et la journaliste a eu la gentillesse et la délicatesse de ne pas parler pendant l'interview, juste un tout petit peu, mais guère plus. Et ces femmes maliennes qui n'avaient jamais écrit et jamais parlé dans une radio, au bout de 5 minutes, elles s'éclataient de rire sur leur situation, mais merdique qui soit, quoi. Voilà. Et elles disaient toutes que c'est grâce aux enfants qu'elles se sont intégrées. Parce qu'elles sont allées chercher les enfants. Elles étaient enfermées déjà chez elles par le mari au départ. Et en allant chercher les enfants à l'école, petit à petit, elles se sont ouvertes et elles se sont rassemblées. Et du coup, il y a une association de femmes maliennes de Montreuil. Ça, c'est le premier exemple de solidarité qui va tout à fait dans votre sens. Et puis, un autre groupe de femmes battues, qui ont été accueillis dans un centre d'hébergement et qui nous ont fait rire, mais rire pendant toute l'interview, parce que elles nous ont parlé du WA15, voilà, nous on dit le 115, mais elles étaient le WA15 et elles disaient que le WA15 était polygame parce qu'il accueillait toutes les... Enfin, pas toutes les femmes, mais il accueillait plein de femmes tous les soirs. Voilà, et elles nous ont fait rire. C'est-à-dire que de situations très délicates, pas pouvoir dormir dans un hébergement le soir et tous les jours appeler le 115 et s'entendre dire une fois de temps en temps c'est possible, mais la plupart du temps c'est pas possible. C'est quand même des situations absolument abominables. Oui, c'est vrai. Pour des femmes de dormir dans la rue, hein, ça c'est évident. Et bien pourtant, ces 2 souvenirs là que je vous rapporte, je les rapporte avec beaucoup de sourire et j'ai envie de rire parce que elles nous ont fait rire de leur malheur. Vous l'avez senti comme ça aussi? Peut-être pas. Vous avez peut-être pas ri, mais On a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé. Et c'est important, c'est essentiel. Surtout, il faut rigoler. Il faut essayer, il faut se forcer au début peut-être pour avoir après la facilité, mais c'est important. Pour moi, c'est indispensable, surtout dans des vies comme ça. Et c'est pour ça que et pourtant dedans, ça colle parfaitement, quoi. C'est essentiel. Et en rigolant, est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement qu'en pleurant, par exemple? Je sais pas si je peux bien répondre à cette question. Je dirais que c'est pas les mêmes portes. Mais je pense qu'en rigolant, j'ai l'impression qu'on a une meilleure énergie. Une meilleure énergie, oui. Et puis d'autres peuvent nous écouter. Quand on rigole, on peut partager quelque chose. Avec le pleur aussi, c'est différent. Oui. Mais moi, je trouve que le rire, c'est... Ça marque d'une belle manière, je sais pas, il y a une philosophie derrière aussi. Ben là, je trouve que le pleur aussi, ça fait un peu plus subi. Dans le rire, il y a une vraie force, un vrai regard sur les choses dures aussi. Une distance. Oui, c'est ça. Une distance qui fait que on peut regarder les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles pourraient être, telles qu'elles deviendront. Oui. On est peut-être moins statique. Peut-être, oui. Peut-être bien. Moi, je le vois plutôt comme ça, oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Vincent Djinda. Donc, et pourtant, elle danse aux éditions des Ronds dans l'eau. Merci beaucoup. Merci.